La pratique de la maçonnerie est aussi gaie que la pratique du vin. Dans nos loges, nous avons, mais comme dans toutes les loges du Grand Orient, nous avons pour coutume de terminer nos repas par des agapes fraternelles. Probablement qu'elles sont plus gaies et plus joyeuses parce qu'elles sont accompagnées de vin de Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux. Nous allons vous présenter la maçonnerie bordelaise et pour démarrer ce voyage que l'on peut considérer comme étant un voyage initiatique, nous démarrons sur une place qui est la place de la Victoire. Probablement place de la Victoire pour commémorer des victoires militaires, mais aussi, nous francs-maçons, pouvons considérer que nous commémorons ici et nous célébrons ici des victoires des idées, des victoires de la raison et des victoires de l'idéal maçonnique. Cette colonne torse pourrait symboliser la difficulté que nous avons à nous élever vers l'idéal maçonnique, vers l'idéal de l'homme libre. Derrière moi, vous avez la porte d'Aquitaine. Cette porte qui s'ouvre vers une région très importante dans l'histoire de la maçonnerie française et qui va nous permettre de décliner les différents orients qui composent cette région maçonnique. Chaque nom d'orient peut être un inventaire de la gastronomie française aussi. On retrouve l'Orient de Cognac, l'Orient d'Arcachon et d'Oléran qui nous rappelle les huîtres, l'Orient de Pauillac, l'Orient de Bergerac, l'Orient de Clairac, l'Orient de Bordeaux bien entendu pour le vin, mais également l'Orient de Agen pour les pruneaux, l'Orient de Sarlat, l'Orient de Périgueux pour les foie gras. On peut également imaginer, mais pour d'autres raisons, les ports. Bordeaux est un port, mais également La Rochelle, Rochefort, Royan, tous ces noms d'Orient qui nous invitent à la découverte de nouveaux mondes, à la découverte de nouveaux territoires. On peut également citer, pour des raisons culturelles, l'Orient d'Angoulême et son festival de la bande dessinée, l'Orient de Confolens et son festival international de musique folklorique, et probablement que j'en oublie d'autres, Montségur et ses Bastides, Sainte-Foy-la-Grande sur la route de Bergerac, l'Orient de Libourne. Mais bien entendu, je ne voudrais pas en oublier. Tous les Orients de cette région sont très importants parce que représentant des loges très anciennes, je vais bien sûr citer Ruffec, Montendre, Pons, Saint-Jean-d'Illac, Libourne. Voilà toutes ces loges qui composent la grande région sud-ouest. Et maintenant, je vous invite à me suivre pour découvrir notre lieu de rencontre, rue Ségalier à Bordeaux. Vous retrouvez ici, au centre du Vérite rue Ségalier, le lieu maçonnique où nous sommes réunis tous les soirs, toute obédience confondue. Nous sommes à peu près 1800 à 1850 membres, dont nous en avons tenu tous les soirs, même le samedi, et après bien sûr les ateliers dits de perfection. Derrière moi, vous pouvez voir qu'il y a des stèles, des souvenirs de passé à l'Orient éternel, en majorité de frères, mais il y a aussi des sœurs. Et ces derniers et ces dernières ont souhaité que leurs cendres soient répandues où je me trouve. C'est un lieu que nous essayons d'améliorer au maximum avec tout le vécu que peut comporter cet immeuble, son passé, son présent et bien entendu son avenir. Marie-Joëlle, au titre de ta représentation de ton obédience à la Grande Loge Féminine de France, je crois savoir donc que tu es secrétaire de cette institution qui est le cercle des utilisateurs du cercle Ségalier. Plus exactement, je suis secrétaire adjointe. Je suis membre, comme tous les autres frères et sœurs qui viennent au Cercle Ségalier, je suis membre de l'association Le Cercle Ségalier. Et à ce titre, j'ai été élue secrétaire adjointe et membre du conseil d'administration.
1500 sœurs et frères qui pratiquent la maçonnerie dans ce cercle. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur les chiffres? Il y en a actuellement environ 1820. Donc moi, je m'occupe particulièrement des badges d'entrée au cercle. Donc ça représente la gestion de 1800 badges, donc de 1800 personnes. Je m'occupe aussi de la gestion des effectifs de chaque loge et de l'appel des cotisations au cercle ségalier. Elles sont de 86 € par sœur ou frère et par an. C'est une contestation. 87, il dit. Le vice-président a raison, il s'agit de 87 € cette année. Voilà. Bonjour. Le cercle ségalier est aujourd'hui la maison commune dont les francs-maçons bordelais sont les propriétaires. Ce bâtiment a une certaine histoire. En 1870, les loges du Grand Orient, environ 5 ou 6, sont dispersées dans Bordeaux sur 4 ou 5 sites, dont le cercle, ce qui sera plus tard le cercle ségalier, où est abritée depuis 1846 l'Anglaise. Depuis 1860, les Amis réunis n'ont de cesse à essayer de pousser tous les maçons bordelais de se regrouper dans un local unique. Il y a eu un premier projet d'acheter l'hôtel Chevreus. L'hôtel Chevreus, qui est en fait en centre-ville, est un bâtiment très important, du XVIIe siècle, qui a été trop cher en fait, et qui est devenu depuis le siège social du journal Sud-Ouest. Alors, après ça, les Amis réunis et 5 loges vont s'établir au 95 rue Judaïque, en face, avec la perspective de devenir propriétaire. C'est pour ça qu'ils forment une première association, disons, à capital variable, une société anonyme à capital variable, d'après disons, le droit de 1860. Mais comme le propriétaire finalement ne veut pas vendre, finalement, les Amis réunis et 5 loges vont en fait acheter le locaux de Ségalier à l'Anglaise en 1876. Et à partir de là, en fait, petit à petit, les loges bordelaises vont, vont toutes se réunir à Ségalier. Alors avec plusieurs étapes, en particulier, en 1880, on achète le cercle, ensuite on va créer une société anonyme encore avec beaucoup plus d'argent parce que le cercle coûte plus cher que ce qui avait été prévu dans la rue Judaïque. Mais en fait, en 1870, le cercle devient une ambulance et un hôpital pour la guerre de 70. Pareil en 1914. Et en 1936, finalement, ça va être la maison commune de tous les francs-maçons bordelais. Il faut donc attendre 1936 pour finalement que tous les francs-maçons bordelais se réunissent pratiquement ici. Et actuellement, c'est effectivement la maison de des loges de toutes obédiences, sauf de la GLNF. L'Anglaise est là depuis 1846. L'Anglaise, c'est la première loge maçonnique de Bordeaux, fondée en 1732. Cette Anglaise a, navigué entre le Grand Orient de France, la Grande Loge d'Angleterre, est revenue ensuite à la Grande Loge quand la Grande Loge de France s'est créée. Et elle a gardé en quelque sorte, depuis ce moment-là, le titre distinctif de Anglaise 204, 204 étant en quelque sorte son numéro d'ordre dans la Grande Loge d'Angleterre. Voilà. Jusqu'en 1913, l'Anglaise 204, qui est en fait une loge du Grand Orient. Et en 1913, effectivement, elle quitte le Grand Orient. Et le conseiller de l'ordre, Lucien Victor Meunier, va à ce moment-là quitter l'Anglaise 204 pour s'affilier aux Amis réunis et pour continuer à être en quelque sorte donc, le conseiller de l'ordre en titre du Grand Orient de France. Dans les très belles pièces de Bordeaux, vous avez donc le livre d'architecture, le livre des délibérations de la loge L'Anglaise. Et il y a cet épisode assez pittoresque, puisque la loge était une loge bien établie du Grand Orient au XVIIIe siècle, l'Anglaise 240. Et donc, sous la Révolution, elle a
brûlé les attributs de la maçonnerie d'Ancien Régime, et elle s'est appelée l'égalité. Ils ont fait des cordons tricolores, et puis quelques mois après, ils ont brûlé les cordons tricolores, et ils se sont ralliés avec un zèle au moins aussi grand à l'évolution des régimes, mais on ne saurait leur en tenir rigueur. Si on avait vécu ces époques-là, peut-être qu'on serait plus philosophe. Mon très cher frère, est-ce que tu peux nous rappeler le sens de cette photo ou ce qu'elle représente précisément? Bon, là, c'est une photographie du temple maçonnique actuel temple 7 avant 1940. Du temps finalement de la splendeur de la maçonnerie à Bordeaux, si tant est qu'effectivement on peut parler de splendeur. Et ce temple a été en quelque sorte donc détruit par les Allemands, puisque le cercle Ségalier, en 1940, a été le foyer du soldat allemand. Avec une plaque que nous avons pu voir. Une plaque que vous avez pu voir au niveau de la salle humide. Cette plaque rappelle qu'en 1940, les locaux maçonniques sont réquisitionnés par l'armée allemande pour devenir le foyer du soldat allemand. Et en fait, les locaux vont être restitués à la franc-maçonnerie bordelaise en 1945, sans qu'on ait retrouvé exactement le contrat, la convention, je ne connais pas encore, du moins, dans quelles circonstances. Il est évident que la première loge ne s'est pas constituée ici dans ce temple. On peut penser qu'elle s'est constituée dans une taverne autour du port, bien entendu. De même d'ailleurs que Anglaise 204 n'est pas le nom qu'avait l'Anglaise à son départ, elle s'appelait simplement Anglaise. Le nombre 204 étant venu beaucoup plus tard, lorsqu'effectivement l'Anglaise s'est affiliée à la Grande Loge d'Angleterre, avant de revenir en fait s'affilier à la Grande Loge de France, après bien sûr la création de celle-ci. Tout à fait logiquement, la création de ce temple doit remonter aux années 1880, approximativement. Puisqu'en fait, la franc-maçonnerie devient propriétaire en 1877 des locaux. Et on sait aussi que les locaux, au début, servent non seulement à la franc-maçonnerie, mais sont loués aussi par les francs-maçons à des sociétés civiles amies qui font des conférences, des bals, etc. Ce qui fait que certains frères, dans les années 1880-90, se plaignent qu'en fait, on ne peut pas travailler à couvert. Je crois que ce décor donc, a été refait récemment, mais sinon il n'est pas très ancien. Il remonte vraisemblablement après 1945, date à laquelle les francs-maçons retrouvent les locaux, disons, de Ségalier pour y exercer la franc-maçonnerie. Donc on peut penser que c'est 1945, et ils ont été refaits il y a à peine 3 ans, à peu près 3 ans. Voilà. Et sans modifier le décor de base. C'est bien dans ce temple qu'il y avait des statues en applique avant la venue des Allemands. Tout à fait. Ça correspond au grand temple de la maçonnerie bordelaise avant 1940. Le Grand Orient, en 1940, a organisé le rapatriement de ses archives vers Bordeaux, pensant effectivement que les Allemands mettraient un certain temps à arriver à Bordeaux. Ces archives ont été adressées à un frère, au frère Pinèdre, qui est en fait à l'époque l'adjoint du maire de Bordeaux. Et le maire de Bordeaux à l'époque est un certain Adrien Marquet. Les archives lui sont données en quelque sorte, lui sont envoyées à son domicile, il les refuse et les archives sont donc ramenées ici au cercle Ségalier. Et c'est là qu'effectivement les opinions divergent. Pour certains, tout a été brûlé dans la cour avant que les Allemands arrivent. Pour d'autres, elles ont été dispersées. Elles auraient été mises par exemple dans le caveau maçonnique, c'est aussi une légende qui court. En fait, on ne sait pas très bien. La seule chose que l'on sache, c'est qu'on n'a pas d'archives remontant avant 1940. Par contre, quand j'ai fait l'historique des Amis réunis, j'ai trouvé dans les archives venant de Russie beaucoup d'archives en fait, ayant trait à la maçonnerie bordelaise. Alors ce sont les fameuses archives russes que nous avons rebaptisées archives de la réserve parce qu'elles n'ont de russe que le nom et le séjour temporaire qu'elles ont fait à Moscou. Et elles ont une particularité pour le sujet qui nous intéresse, c'est qu'elles sont extrêmement riches sur Bordeaux, extrêmement riches
par leur diversité, extrêmement riche par leur ancienneté, puisque la pièce la plus ancienne des archives russes, c'est du reste une pièce bordelaise. C'est la loge de Bayonne qui est créée à l'anglaise en 1743. C'est antique pour des archives maçonniques, pour la remercier de l'avoir constituée. Et donc, c'est le début de ce fonds d'archives qui finit en 1939. Et alors, c'est un fonds d'archives qui apporte des informations tout à fait importantes sur la maçonnerie au XVIIIe siècle, et en particulier sur la maçonnerie de Bordeaux, qui a cette particularité, mais qu'on retrouve dans un certain nombre de villes, à la fois d'être très importante, très ancienne, et d'être diverse. Et dès le XVIIIe siècle à Bordeaux, on a des loges qui s'inscrivent plutôt dans le sillage des Lumières, hein, des encyclopédistes, et puis on a des loges qui s'inscrivent dans l'ambiance ésotérique, dans les réflexions symboliques, avec bien sûr la grande figure de proue de ce courant maçonnique, c'est Martinez de Pasquali, cet homme étrange, mi-mage, mi-charlatan, mais qui a fasciné des gens extrêmement intelligents, et dont l'influence a été très forte sur la maçonnerie du XVIIIe siècle, beaucoup plus qu'on ne l'a dit jusqu'à présent, et même sur l'histoire des idées en France, puisque son principal disciple, Louis-Claude de Saint-Martin, qui prendra toutes ces conceptions de l'enseignement maçonnique de Martinez de Pasquali, est le grand théosophe français de la fin du XVIIIe siècle, et à ce titre-là, un des pères du romantisme. La franc-maçonnerie à Bordeaux est un mouvement, une organisation d'actualité, puisque nous avons, précisément sur l'Orient de Bordeaux, nous avons 17 loges qui se réunissent régulièrement au temple Ségalier. En Gironde, nous avons 26 loges et nous avons un recrutement régulier qui est du niveau des taux que l'on rencontre donc au niveau de l'obédience, au niveau du Grand Orient. Ce qui fait qu'on peut être satisfait du développement de la maçonnerie bordelaise. Le Grand Orient est l'obédience qui est la plus représentée par le nombre de loges et par le nombre de frères. On retrouve l'ensemble des obédiences connues. Ici, donc, au Cercle Ségalier, qui est notre lieu de réunion bordelais, nous accueillons 9 obédiences. Nous avons donc la chance de nous côtoyer, de nous rencontrer, de nous voir et d'échanger sur tous les grands sujets de société, ce qui fait que ça dynamise particulièrement la maçonnerie dans notre ville. La franc-maçonnerie bordelaise, elle est construite sur une très ancienne pratique dans notre région, puisque la maçonnerie est arrivée à Bordeaux par les officiers de la marine anglaise qui faisaient donc du trafic de marchandises entre les ports anglais et le port de Bordeaux. Et pour preuve, c'est que la première loge qui a été créée en France est une loge qui s'appelle la loge 204 et qui a été créée en 1732. Et c'est sur cette pratique, sur ces fondations que la maçonnerie bordelaise se développe aujourd'hui. Ce qui fait que cette vision que les francs-maçons de Bordeaux ont est peut-être pas une vision significative, mais elle est profondément ancrée dans la perspective de la construction européenne. Nous avons également de nombreux francs-maçons issus d'autres pays qui habitent à Bordeaux. Bordeaux est un port, comme j'ai dit précédemment, et c'est un territoire de confrontation de civilisation, c'est un territoire de confrontation d'idées, et la maçonnerie permet donc de favoriser ces confrontations pour construire une société meilleure, plus équilibrée, plus fraternelle et surtout plus consensuelle et plus diverse. Nous sommes ici au Cercle Ségalier, qui pour se représenter ce que c'est notre rue Cadet à Bordeaux. Nous accueillons ici 16 loges du Grand Orient, il y a 9 obédiences, ce qui représente à peu près 1850 sœurs et frères qui sont reçus dans ces locaux. En d'autres termes, il y a 26 loges en tout en Gironde, 17 à Bordeaux, 9 dans d'autres Orients, qui sont Pauillac, qui sont Arcachon, Libourne, Montségur, Saint-Jean-d'Illac, Langon et Sainte-Foy-la-Grande, et la dernière qui a été créée, loge qui a été créée hors Bordeaux, qui est la loge donc de Saint-André-de-Cubzac. Mon frère, tu es membre de la respectable loge Candeur et Vérité. J'ai évoqué tout à l'heure l'ancienneté des loges bordelaises et je crois savoir que la tienne fait partie de ces très anciennes loges puisque
il y a 27 ans, vous avez fait célébrer donc le 200e anniversaire. Tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, exactement. En 1985, nous avons effectivement célébré le 200e anniversaire de la loge La Candeur, essentiellement celle-ci, puisque c'est la plus ancienne dans la loge actuellement. La loge actuellement, je rappelle, c'est l'ensemble de 2 loges qui se sont réunies à un moment donné, en 1946. La Candeur, créée en 1785, en décembre 85, l'allumage des feux. Par contre, après, disons dans les années qui ont suivi, du fait de la Révolution, du fait des mouvements de foule, du fait de l'ambiance extérieure, elle s'est mise en sommeil et finalement ces travaux n'ont pu reprendre qu'en 1804-1805. Donc première des loges ancienne qui s'est associée à La Vérité, qui est une loge un peu plus récente, qui elle a allumé ses feux en mai 1881, et il s'est avéré que ces 2 loges, à un instant donné, en 1946, après les événements que l'on connaît, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les maçons étant relativement peu nombreux, eh bien chacune des 2 loges a estimé qu'effectivement, il valait mieux les rassembler pour mieux travailler. On est dans la ville du 19e siècle. Et est-ce qu'on trouve des traces justement de la maçonnerie là, Ah, des traces de la maçonnerie, moi j'en connais pas beaucoup. Enfin, on en trouve dans le livre de Joël Coutura, il cite 2 ou 3 maisons, mais beaucoup plus éloignées, la rue Leiter, dans laquelle il y a des emblèmes maçonniques ou en tout cas compagnoniques. mais où se trouvait le premier temple maçonnique? Le premier temple maçonnique, on ne sait pas exactement où se trouvaient les premiers temples maçonniques, mais beaucoup de loges, par exemple, se réunissaient dans la rue Sainte-Catherine, et souvent dans des tavernes, hein, voilà, essentiellement. On peut penser que certaines se sont réunies aussi dans des tavernes le long du port, c'est tout à fait logique. Hein, voilà. On sait très bien que les loges, les Amis Réunis, ont été rue Saint-Siméon. Rue Saint-Siméon, c'est une rue qui se situait au carrefour de la rue Judaïque et de la rue Camille-Julien, approximativement. Ils étaient aussi rue du Pont-Long. La rue du Pont-Long, c'est par contre, au Xe siècle, c'est l'actuelle grande poste. Hein, voilà. Avant d'aboutir à la rue Judaïque, donc au fond là-bas, et ensuite passer de l'autre côté, rue Ségalier. Voilà. En gros, il y a quand même une tendance à sortir du centre, faire la périphérie pour les temples maçonniques. Ah, la bourgeoisie bordelaise est surtout une maçonnerie de marchands et de négociants. Ce n'est qu'à partir disons, des années 1900 que ça devient une maçonnerie de fonctionnaires, de classe moyenne, pour bien sûr maintenant être surtout une maçonnerie de classe moyenne. Mais je crois que ça correspond un petit peu à l'évolution du Grand Orient. Mais à Bordeaux, c'est surtout des commerçants, des négociants, des petits commerçants, des négociants, à la fin du Xe siècle. Et des personnes très attachées à la République. On le voit très bien. Oh, d'après, si on voit la loge des Amis Réunis, qui est une des plus anciennes, on voit très bien que les maçons bordelais sont avant tout des classes moyennes, des fonctionnaires, enseignants, fonctionnaires territoriaux, voire quelques professions libérales, essentiellement. Mais aussi quand même des personnes qui ont certains revenus, parce que la maçonnerie, ça a quand même un prix, autant que je sache. Le cours de l'intendance, cours XVIIIe siècle. Hein. Il faut expliquer les intendants. Bon, oui, effectivement, Bordeaux était capitale de la province de Guyenne. Et avant la Révolution, chaque province était gouvernée, le roi était représenté par un intendant. Et disons que les intendants les plus prestigieux de Bordeaux, c'est en particulier Tourny, qui a les allées Tourny un peu plus loin, et sa statue. Mais il y a eu effectivement une série de grands intendants qui ont en fait remodelé toute la ville au XVIIIe siècle. En face, la cathédrale, la porte nord, en fait, de la cathédrale Saint-André, donc, qui est le cœur de la ville du Moyen-Âge. Et le triangle, c'est-à-dire que tu pars d'ici, tu vas arriver au Grand Théâtre, tu vas revenir par le Tourny et tu vas revenir par le Clos Clémenceau sans changer autre part. On est là, alors ça là, le grand triangle, ils appellent ça. Le triangle. Attends, tu le vois, le triangle, c'est ça.
Voilà, c'est ça là. Ouais, ouais, Ah, d'accord, voilà, ok. voilà. Ah oui, là, ça c'est autre Voilà, chose. voilà, c'est autre chose. Toutes les boutiques de luxe. Voilà, c'est ça. En fait. Ça, c'est le Bordeaux du XVIIIe siècle. Quoi. D'accord. Bon, là, on voit bien que voilà, le XIXe siècle, c'est le jardin public, c'est tout ça. Là. Tout ça, c'est le XIXe siècle. Ici, c'est tout l'espace du XVIIIe siècle, avec en particulier vers les Chartrons, là, hein, tout ça, cette partie. Et ça, c'est le Bordeaux du Moyen-Âge, essentiellement. Alors, par contre, vous avez des mascarons, là. Et en général, il y a toujours une relation avec la profession du propriétaire. Hein. Voilà, ça, c'est le Bordeaux du XVIIIe siècle. Hein, voilà. Voilà donc le Grand Théâtre de Bordeaux, dont le constructeur et l'architecte et frère Victor Louis, et dont une loge à Bordeaux rappelle effectivement l'appartenance à la franc-maçonnerie. Le Grand Théâtre est en fait représente un petit peu le monument de la prospérité commerciale de Bordeaux au XVIIIe siècle. C'est effectivement des grands négociants, des armateurs bordelais qui en fait le financent, et qui commence la construction en 1740 et il sera inauguré à peu près 20 ans plus tard, en 1760, avec bien entendu donc à l'intérieur, dans le plafond, des références effectivement maçonniques dans la peinture. Hein, voilà. Donc c'est en quelque sorte un édifice qu'on trouve un petit peu à la jonction du port qui est derrière et de la ville, du centre de la ville du XVIIe siècle, qui est en fait ces allées tournies là, au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, des artistes de théâtre sont effectivement francs-maçons. Aux Amis Réunis, par exemple, la colonne d'harmonie, à un moment donné, était réellement tenue par de vrais musiciens. Oui, nous sommes ici dans la rue de l'Esprit des Lois, qui rappelle donc son auteur, Montesquieu. Montesquieu, un des personnages principaux de Bordeaux au XVIIIe siècle, qui est franc-maçon, initié en Angleterre, dont on a pu penser que peut-être au départ c'est lui qui avait importé la maçonnerie à Bordeaux. C'est pas du tout ça. Et que vraisemblablement il n'a jamais pratiqué la maçonnerie vraisemblablement à Bordeaux, plutôt à Paris. Quant à sa demeure, la demeure la plus connue est en dehors de Bordeaux, il y a quelques kilomètres dans une ville qui s'appelle La Brède à l'heure actuelle, où effectivement il y a toujours son château, lequel château est devenu une propriété régionale, puisqu'en fait la famille en a fait don à la région, qui a en quelque sorte l'obligation de s'en occuper. Y a-t-il une rue Montesquieu? Alors il y a une rue Montesquieu, et la rue Montesquieu dans la rue des Grands Hommes. Dans le marché des Grands Hommes est un marché qui est en fait une place destinée au XVIIIe siècle, où toutes les rues convergent en étoile vers le centre qui est un marché. Et tout autour, les 12 rues autour, c'est les grands hommes, c'est Rousseau, c'est Montesquieu, c'est Voltaire, c'est Condorcet, etc. C'est vraiment les philosophes du XVIIIe siècle. Les Lumières, voilà, c'est les Lumières. À Bordeaux, c'est la ville des Lumières. Bon, moi, j'y vis tout le temps, donc effectivement, pour moi, c'est une évidence. Mais c'est effectivement une ville dont l'apogée se situe au XVIIIe siècle, du point de vue commercial. Et le commerce, effectivement, est tenu essentiellement par la bourgeoisie commerçante de négociants, qui va se perpétuer en dynastie, et avec, bien entendu, aussi des familles donc, appartenant au milieu protestant et au milieu juif, et aussi, qui jouent un rôle très, très, très important. Voilà. Il faut dire aussi que, ça c'est une chose qu'on ne dit pas, que les Bordelais ont un peu occulté. Bordeaux, moins que Nantes, mais a quand même été une ville négrière au XVIIIe siècle. Un petit peu plus tardivement que Nantes, en moins grande quantité, mais malgré tout, on sait qu'entre les années 1760 et les années 1820-23, Bordeaux se livre à la traite des Noirs. Hein, voilà. Donc ça, c'est un passé qu'elle n'a pas beaucoup tenu, mais le maire actuel accepte, en fait, je crois qu'il va y avoir l'inauguration bientôt justement d'une statue qui rappelle effectivement disons, le rôle négrier du commerce bordelais. Montaigne, c'est quand même le philosophe ou l'écrivain de la tolérance. Voilà. Alors, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'effectivement, Montaigne est un des premiers à s'être interrogé à savoir si effectivement il fallait considérer les Noirs comme des personnes inférieures ou pas. Montaigne était quelqu'un qui considérait qu'un homme, quelle que soit sa couleur, était toujours un homme. Voilà. Et je rappelle aussi que Montesquieu, c'est quelqu'un qui a
critiqué en quelque sorte l'esclavage déjà au XVIIIe siècle, à son époque. Voilà. En ce sens-là, il a fait l'esprit maçonnique, je veux dire. Voilà la place de la Bourse aujourd'hui, ancienne place royale, et qui est en fait l'édifice majeur de Bordeaux au XVIIIe siècle, et qui s'articule en quelque sorte de façon tout à fait symétrique par rapport finalement au bâtiment central, un petit peu en retrait. Et on retrouve un petit peu, disons, ce type de disposition à Paris, par exemple. Hein, voilà. Que Bordeaux, c'est un petit peu l'épouse de la Garonne, à moins que la Garonne soit l'épouse de Bordeaux, je ne sais pas. Mais on a traditionnellement, on appelle le port de Bordeaux le port de la Lune, parce que la Garonne, elle a fait en quelque sorte une courbe en croissant de lune, et tout ça, c'était en quelque sorte, encore dans les années 90, le port, et tout ça, c'était en quelque sorte construit de différents hangars d'entrepôts qui, disons, étaient disposés tout au long de la Garonne. Laquelle Garonne, vraisemblablement, n'avait pas de quai au XVIIIe siècle, et donc ça avançait pratiquement au ras peut-être des bâtiments. Ce que je voudrais vous montrer en quelque sorte, c'est l'articulation de Bordeaux, là, donc XVIIIe siècle. Cette grande façade qui a été rénovée au XIXe siècle. Là quand même, disons que derrière cette façade du XVIIIe siècle, la ville a un aspect moyenâgeux. Hein. Autour de Saint-Michel par exemple, toutes ces églises, derrière on a des quartiers plutôt moyenâgeux. Dans cette partie ici, là, vous avez les arbres et les colonnes montrent ce qu'on appelle la place des quinconces. Les quinconces, c'est la limite de la ville de Bordeaux au XVIIIe siècle. Après, c'est le néant. Mais après le XVIIIe siècle, il y a tout un quartier qui va se construire, c'est le quartier des Chartrons. Le quartier des Chartrons, c'est tous ces bâtiments que vous voyez là qui vont un petit peu, qui sont en arc de cercle autour, disons, de la Garonne. Et les Chartrons, c'est le quartier vineux, enfin du vin, le quartier commercial du vin, en quelque sorte, disons à partir du XVIIIe et XIXe siècle, puisque Bordeaux a vécu essentiellement du commerce du vin avec les Anglais, les Hollandais et le nord effectivement de l'Europe, et aussi avec du commerce bien sûr colonial au XVIIIe et au Xe siècle. Je pense qu'à Bordeaux, il y avait des chocolateries qui en fait étaient alimentées par, disons, les importations ou par exemple des usines de rhum qui étaient en quelque sorte alimentées par le sucre, disons, la canne à sucre venant disons, des colonies. Il y a eu toujours une coupure entre la rive droite et la rive gauche. Ici, on est rive gauche. Hein, voilà. Jusqu'à 1970, il n'y a qu'un pont. Celui-ci, là, le pont Napoléon, le pont de Pierre. Après 1970, voilà, il n'y a qu'un seul pont. Après, en 72-75, on inaugure le pont Saint-Jean, qui donne sur la gare, plus loin là-bas. Et puis ensuite, c'est le grand pont là-bas, le grand pont suspendu de Bordeaux, dont on voit peut-être les arches là-bas au fond. Enfin, pas là, hein, derrière voilà, le viaduc. Voilà. Et puis ensuite, on va construire un peu plus tard, plus loin, le pont Mitterrand, qui permet de passer effectivement vers donc, la rive droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet quand même d'un pont à levier, d'un pont levant, dans ce secteur-là, qui va permettre en quelque sorte d'améliorer encore plus, si vous voulez, la communication entre la rive droite et la rive gauche. Bon, alors, cette rive droite, il y a quelques années, c'était vraiment de la désolation. Alors maintenant, on voit apparaître quand même un certain nombre d'édifices, mais avec quand même vraisemblablement un parti pris d'architecture XXe siècle, quoi, hein, voilà. Et avec en particulier ici, donc tout à fait récemment, l'aménagement des quais, là, avec ce miroir d'eau, qui est en fait de mise en place récente, puisqu'en fait les quais là, dans lesquels il y avait les hangars, disons du port colonial, en quelque sorte sont remplacés par des jardins, et les Bordelais se sont réappropriés cette façade, et on voit très bien finalement le lien entre le fleuve et les Bordelais. Voilà. Et puis je voudrais dire là-bas aussi, on voit des arches au fond, c'est la base sous-marine. Hein, voilà. Pendant la guerre, les Allemands avaient construit là-bas au fin fond donc une base sous-marine qui n'a pas sauté, disons, à la Libération, parce que le commandant était un commandant qui théoriquement était plutôt francophile, voilà. À moins qu'il n'ait vu que tout était temps perdu, il rien ne savait de détruire. Alors là, il y a un projet plus ou moins de se faire un centre culturel, hein, de miroir d'eau original, qui est un petit peu c'est quand même un petit peu c'est quand même la folie, le plaisir des enfants là, quand il fait chaud. Là, voilà. Alors, de temps en temps, il y a des jets d'eau en fait, voilà. Il y a des jets d'eau là. Voilà. L'été, là, voilà. Alors ça fait l'objet d'une grande querelle, ça. Hein. Ça servait à quoi, etc. En fait, c'est devenu le centre, à l'image de Bordeaux. Voilà. Tous ces emplacements qu'on a devant nous, qui s'appellent aujourd'hui
la place des Quinconces, correspond en fait au XVIIIe siècle à l'emplacement de la forteresse qui limite et qui protège Bordeaux au XVIIIe siècle. Alors ce château Trompette a été démoli après la Révolution. C'était en quelque sorte la Bastille des Bordelais, puisqu'en fait c'était la prison royale, c'était la garnison royale. Et effectivement, lorsqu'il y a eu le 14 juillet à Paris, eh bien à Bordeaux, 3 jours plus tard, le 17 juillet, les Bordelais s'en sont pris au château Trompette, qui était donc en quelque sorte l'image de l'absolutisme et de l'arbitraire royal. Et en fait, on a démoli la forteresse pour finalement ne rien construire dessus. Et c'est devenu une espèce d'esplanade. Aujourd'hui, bon, devant nous, on a en quelque sorte le nœud gordien du tramway. Et l'autre partie là-bas, avec les colonnes, on a, disons, c'est une place qui est surtout dévolue aux loisirs en général. Hein, la fête des manèges, enfin bon, la foire du trône bordelaise. Voilà, donc en quelque sorte, voilà, vous avez les deux colonnes rostrales qui correspondent là, vous voyez là, ça là, vous avez ça. Et en fait, qui font un triangle avec la troisième colonne, qui est la colonne des Girondins qu'on va voir là-bas. On doit signaler qu'à destination des navigateurs, la colonne rostrale qui est le plus à l'ouest montre aux navigateurs la direction de la mer. La colonne des Girondins, c'est un monument qui a été bâti en l'honneur des députés qui en fait ont constitué ce qu'on appelle le parti des Girondins face aux montagnards. Autrement dit, les Girondins aussi contre les Jacobins. Alors à Bordeaux, on a donné ce nom de Girondins aux députés français parce qu'en fait les leaders de cette tendance fédéraliste, anticentralisatrice, demandant la liberté économique, les leaders sont essentiellement les députés de Bordeaux, en particulier des gens comme Gadet, Jean Sonnet, Vergniaud, grands avocats, dont certains étaient maçons, en particulier Jean Sonnet, qui donc représente la liberté économique, la liberté aussi politique face finalement à la montagne de Robespierre et donc face finalement à la période de la terreur. La plupart des Girondins se sont dispersés lorsqu'ils ont été arrêtés par Robespierre, mais beaucoup finalement sont morts sous la guillotine. Beaucoup de têtes tranchées. Mais elle s'est arrêtée, disons, en 1794, dès l'instant où Robespierre effectivement est tombé. Un député qui a été sauvé effectivement parce que la guillotine devait venir le guillotiner à Bazas et en fait, entre-temps, Robespierre était tombé, dont la guillotine est restée à Langon. Vous êtes arrivé à Bordeaux par la porte d'Aquitaine. Je vous propose maintenant de poursuivre ce voyage en suivant ce fleuve pour découvrir d'autres territoires, d'autres idées et construire une humanité meilleure et plus éclairée.